Aujourd'hui c'est mon anniversaire et pour fêter mes 21 ans avec vous comme il se doit, j'ai décidé de me faire plaisir en vous faisant plaisir. Comment ? En vous parlant du plus grand réalisateur de tous les temps. Un homme incroyable avec qui j'ai l'immense honneur de partager ma date de naissance. Akira Kurosawa. Ce réalisateur, malgré que son nom soit moins connu que d'autres, est une partie essentielle de l'histoire du cinéma. Tellement que pour trouver un artiste ayant eu une influence comparable sur la culture populaire à la sienne, il faut aller chercher parmi les titans de cet art comme Alfred Hitchcock ou Stanley Kubrick. Rien que ça. De Star Wars à la trilogie du dollar en passant par les 7 mercenaires, son influence exercée sur l'art par le biais de la petite trentaine de films qu'il a réalisés est énorme. La carrière de cet homme fut aussi glorieuse que rocambolesque et son univers est un vrai terrier de lapin dans lequel il est facile de s'engouffrer et de se perdre. Mais heureusement, l'archevêque est là pour vous aider en dégageant quelques pistes pour explorer ce fascinant personnage que fut Akira Kurosawa. Bienvenue dans Nécrologie, le tout nouveau format de la chaîne dans lequel nous revenons sur la vie d'un grand réalisateur du cinéma et étudions par son prisme tout ce que sa filmographie peut nous apporter. Si vous croyez que les films de Kurosawa sont des trucs un peu niais avec des samouraïs complètement ringards, vous verrez à la fin de la vidéo que vous êtes loin, mais alors très loin de la réalité. Pour commencer, qui est Akira Kurosawa ? Akira Kurosawa naît le 23 mars 1910 à Tokyo. Dernier fils d'une famille descendante de samouraïs, il vécut une enfance troublée par l'occidentalisation du Japon. Mais ses parents firent tout en leur pouvoir pour l'éduquer du mieux possible. Ils l'encouragèrent à se pencher sur le sport, la culture occidentale et différentes formes d'art comme la peinture ou le théâtre. C'est à l'âge de 6 ans qu'il découvre le cinéma par le biais des réalisateurs états-uniens célèbres de l'époque, comme D.W. Griffith, mais ses occupations ne suffisent pas à protéger le jeune Akira des horreurs qui planent sur son pays. Des années plus tard, il racontera avec émotion son expérience du séisme de 1923 du Kanto, une catastrophe naturelle ayant fait plus de 100 000 morts. Son grand frère, Eigo Kurosawa, désireux de l'endurcir, l'a emmené dans les quartiers les plus désolés de la ville, pour le forcer à regarder les bâtiments en ruine et les rues jonchées de cadavres. Cet événement l'a durablement marqué et il est clair qu'il a été décisif pour former la sensibilité célèbre du réalisateur. C'est d'ailleurs avec ce même frère qu'il a emménagé plus tard, avant de s'essayer à la peinture. Ses toiles ne rencontrèrent jamais de succès et Eigo mettra fin à ses jours en 1933, alors qu'Akira n'avait que 23 ans. Déçu par ses échecs et au bord du gouffre, il décide de répondre à l'appel de la Toho, qui recherchait des assistants réalisateurs pour renforcer ses rangs de toute jeune entreprise. Leur offre d'emploi demandait aux candidats de rédiger un essai expliquant les défauts fondamentaux du cinéma japonais et de proposer des solutions pour les corriger. Kurosawa écrivit sur un ton un peu moqueur que si ces défauts étaient vraiment fondamentaux, rien ne pouvait être fait pour les corriger. En lisant cette lettre, un certain Kajiro Yamamoto sent poindre en lui une intuition. Il convainc la Toho d'embaucher le jeune Akira et prend le garçon sous son aile. Kurosawa, qui n'avait pourtant qu'un lien chétif avec le cinéma, se retrouve alors à apprendre les ficelles du métier sous la tutelle des grands réalisateurs du Japon. En quelques années seulement, Kurosawa se ferait un chemin vers les postes les plus prestigieux que le cinéma a à offrir, uniquement grâce à son travail. Il passe de 3e assistant réalisateur à chef assistant réalisateur, touche au scénario, au montage, au repérage, au doublage, à la lumière, aux répétitions et même à la direction. Sur le dernier film où il fut assistant réalisateur, il avait pris en charge presque toute la production du film. Fin prêt à passer enfin dans la cour des grands, Akira Kurosawa signe son premier film en tant que réalisateur en 1943, La légende du grand judo. Adapté d'un roman de la Toho, a de justesse arraché les droits à d'autres maisons de production. Ce film, bien qu'il soit clairement en deçà des chefs-d'œuvre auxquels le réalisateur nous habituera par la suite, porte en lui les germes du style de Kurosawa. Drames familiaux, remise en question de l'honneur japonais, sentimentalisme occidental, Kurosawa rencontre un succès notable avec son premier film, ce qui le lance dans une série de réalisations. Il envahit les salles à un rythme balsacien de travail, sortant presque toujours un film par an jusqu'aux années 70, sans parler des films qu'il scénarise en parallèle. Mais c'est en 1950 qu'il réalise le film qui va tout changer pour lui, et transformer le simple technicien nippon qui était Kurosawa en une star internationale. Rashomon. Rashomon est un film policier adapté de la nouvelle éponyme de Ryunosuke Akutagawa, qui ouvre le bal des chefs-d'œuvre de Akira Kurosawa. Sous l'abri d'un grand portail détruit par la guerre, où ruisselle une pluie diluvienne, 3 hommes s'adonnent à une quête de prime abord dérisoire. Trouver le meurtrier dans une affaire auquel l'un d'entre eux vient d'assister. C'est le début d'une mise en abîme exquise à l'intrigue tentaculaire et envoûtante. Différentes versions d'un même crime s'affrontent au cours d'un long débat pour en déceler la vérité, et duquel découleront des questions dérangeantes sur la morale, la justice et la nature humaine. Rashomon est l'un des films les plus passionnants et poussés du genre. C'est de surcroît ici que Kurosawa affirme les éléments de son style si caractéristique, qu'il affinera tout au long de sa carrière. Usage de la météo pour représenter les émotions des personnages, composition léchée, affrontements à couper le souffle, acteurs virtuosement
intégralement dirigé, mise en scène théâtrale, Rashomon est le premier chef-d'œuvre d'Akira Kurosawa et son génie est reconnu dès sa sortie. Accueilli à bras ouverts par des marées de spectateurs, le film ira jusqu'à décrocher un lion d'or à la Mostra de Venise. Première fois qu'un film japonais reçoit une récompense occidentale mondialement reconnue du genre. Il recevra également un Oscar d'honneur l'année suivante, ouvrant la porte de l'Occident à Kurosawa ainsi qu'à d'autres réalisateurs nippons de l'époque comme Yasujiro Ozu ou Kenji Mizoguchi. Kurosawa devient le réalisateur vedette de la Toho et va enchaîner les bangers sous leur égide pendant près de 15 ans. L'Idiot en 51, adapté du célèbre roman éponyme de Dostoïevski, Vivre dans la peur en 55, film sous-coté dans lequel le réalisateur aborde la question des traumatismes d'Hiroshima et de Nagasaki, Le Château de l'Araignée, première série d'une adaptation de Shakespeare et en mon sens l'un des meilleurs films du réalisateur, La Forteresse cachée, dont Lucas s'est directement inspiré pour créer Star Wars, Le Garde du corps en 61 et sa suite Sanjuro l'année suivante, sur un guerrier errant qui infiltre une bande de criminels pour sauver un village. Sergio Leone s'est d'ailleurs fortement inspiré de ce diptyque pour son premier volet de la trilogie du dollar, ce qui lui a valu un procès avec Kurosawa au bout duquel Leone a été contraint de lui céder 15% des recettes mondiales du film ainsi que les droits d'exploitation de ce dernier au Japon. La légende raconte que Kurosawa lui aurait dit « C'est un très bon film, malheureusement c'est le mien ». Et bien sûr, comment parler de l'âge d'or de Kurosawa sans mentionner les 7 samouraïs, son film le plus connu et de très loin celui ayant eu le plus d'impact sur la culture populaire. Ce Jidaigeki, dont tous les superlatifs sont trop faibles pour le qualifier, est devenu avec le temps plus qu'un film, mais une expérience, une pierre angulaire de l'histoire du cinéma. En regardant les 7 samouraïs, on ne peut pas s'empêcher de se tourner vers d'autres œuvres de notre culture parues après ce film, en constatant qu'elles n'existeraient tout simplement pas sans lui. C'est découvrir par accident une ethnographie aussi ancienne que tentaculaire, comme une Madeleine de Proust réveillant des souvenirs n'étant pas les nôtres. En bref, c'est un incontournable pour tous les esthètes, même ceux n'étant pas cinéphiles. Une sorte de Joconde ou de Voyage au bout de la nuit filmique. Et j'oublie bien d'autres chefs-d'œuvre sur lesquels je n'ai malheureusement pas le temps de m'attarder ici. Dans ces films, c'est presque toujours un certain Toshiro Mifune qui incarne le rôle principal, l'acteur fétiche du réalisateur avec lequel il entretint une profonde et solide amitié pendant 18 ans et 16 films. C'est d'ailleurs Kurosawa qui a pris Mifune sous son aile, le soutenant dans chacun de ses projets et lui décrochant un contrat chez la Toho, comme Kajiro Yamamoto l'avait fait pour lui des années auparavant. Kurosawa est donc à ce stade une star internationale. Le monde entier raffole de ses films taillés comme des bijoux d'orfèvre. Dans l'histoire du cinéma japonais, seule la franchise Godzilla et le studio Ghibli jouiront par la suite d'une telle renommée internationale. Tout ce que touche Kurosawa se transforme en or, mais aucune gloire n'est jamais éternelle. Les choses commencent à se gâter avec la sortie de Barberousse, dont la production laborieuse épuisa son équipe, composée d'alliés fidèles que Kurosawa avait glanés au fil de ses productions. Froidement accueilli par la critique, ce semi-échec fractura la fougue de Kurosawa, ses sorties se faisant plus rares après lui, passant de presque un film par année à à peine un tous les 5 ans. Mais c'est bien Dodescaden, sorti 5 ans après Barberousse en 1970, qui brisera l'édifice et causera la lente et douloureuse chute du légendaire Kurosawa. Dodescaden marque le début d'une secondaire dans la carrière de Kurosawa, là où Barberousse était la fin de l'ancienne. Premier film de Kurosawa en couleur, il délaisse ici le montage dynamique et les compositions élaborées qui étaient ses marques de fabrique, pour se concentrer sur l'étalonnage et donner des images surréelles au film. Dodescaden est trop éloigné du style de Kurosawa, ce qui va causer l'échec du film. Un fort tel qu'il cause la faillite de la maison de production de Kurosawa. Sans producteur japonais pour continuer de financer ses projets, son contrat d'exclusivité avec la Toho ayant pris fin en 1966, il se tourne vers Hollywood pour chercher de l'aide, pour un résultat catastrophique. Je parle bien sûr de Tora Tora Tora, une coproduction dont il a été discrètement évincé pour sa mauvaise compréhension de la langue d'Elon Musk. C'est un fiasco et Kurosawa devient la risée des médias pendant un temps à cause de lui. Et à cet échec vont s'additionner plusieurs événements malheureux, à commencer par sa rupture avec son acteur vedette et son meilleur ami Toshiro Mifune, qui s'est séparé de lui après avoir été épuisé par le tournage de Barberousse, qui l'empêcha de se concentrer sur ses projets personnels. Les deux hommes ne referont plus jamais de film ensemble. Épuisé par ses difficultés financières, sa santé chancelante et par les drames qui s'abattent sur lui, il en vient à tenter de mettre fin à ses jours en 71. Fort heureusement, il se rate. Quelques années plus tard, il réalise Der the Husela, un documentaire coproduit en Union soviétique, et malgré des conditions de travail difficiles, dues aux circonstances naturelles, le film est bien reçu et vaut à Kurosawa un prix d'or au Festival international du film de Moscou. Il reçoit après ce modeste succès des propositions pour travailler à la télé, ce qui ne l'intéresse pas du tout pour des raisons qu'on peut aisément comprendre. Kurosawa sombre lentement dans l'oubli, en travaillant sur des projets médiocres, indignes des succès mondiaux qu'il avait jadis produits. Mais alors que tout semblait perdu et qu'il semblait condamné à disparaître de la sorte, il va trouver son secours par les mains tendues de sauveurs pour le moins inattendus.
Je vous ai dit il y a quelques instants que Kurosawa avait influencé de nombreux réalisateurs états-uniens, dont George Lucas, qui s'était hissé dans les strates les plus prospères d'Hollywood grâce au succès mondial et monstrueux de la franchise Star Wars. Un jour, Lucas apprend avec horreur que Akira Kurosawa, son idole dont il s'embiffrait des films pendant son enfance et lui avait partiellement donné envie de travailler dans le cinéma, n'arrive plus à financer ses projets. Il décide de le rencontrer à Los Angeles pour parler de ses films et établir un plan. Lucas parvient à convaincre son ami de la fac, Francis Ford Coppola, de se joindre à la remontada de Kurosawa. Coppola et Lucas viennent ainsi sauver Kurosawa de la ruine, comme des fils aimants et loyaux viendraient sortir leur père d'une mauvaise passe. Ils convainquent tous les deux la 20th Century Fox de financer le projet le moins risqué de Kurosawa, un certain film du nom de Kagemusha se déroulant dans le Japon du XVIe siècle, racontant l'histoire d'un voleur amené à se faire passer pour un chef militaire mort pour éviter à sa famille de perdre une guerre qui pourrait coûter leur clan. Sur le tournage, Kurosawa retrouve des couleurs malgré les difficultés auxquelles il fait face et redevient jovial et passionné comme il était durant ses heures de gloire. Le film sort début 1980 dans les salles et fait l'effet d'une bombe sur le cinéma. Très rapidement, un succès critique et commercial, remportant une palme d'or à Cannes. Au-delà du prestige, Kagemusha est un vrai diamant noir, l'un des films les plus sombres de Kurosawa, mais aussi l'un des plus beaux. Il dépeint le sort tragique d'un voleur, ordonné d'usurper l'identité d'un chef de guerre mort pour protéger sa famille de la ruine et qui va lentement adopter cette dernière, avant de se faire rejeter et d'assister impuissant au sacrifice de cette dernière, qui va donner sa vie pour défendre un homme déjà mort. Un vrai drame absurde au sens camusien du terme, et qui montre que en bref, c'est un turbo banger et rien que pour sa scène de rêve et ses plans grandioses, vous devriez aller le voir. C'est un immense succès qui relance à lui tout seul la carrière de Kurosawa, qui passe l'année de sa sortie à recevoir des récompenses, à le promouvoir dans des festivals et à exposer son storyboard dessiné de sa propre main dans différentes expositions. Il est renchéri 5 ans plus tard avec Ran, adaptation du Roi Lear de Shakespeare, qui montre comment un chef de clan va causer, par pur orgueil, le déclin et l'annihilation de sa famille. Et Kurosawa réussit ici un banger encore plus gros que Kagemusha, prouvant à tous les minables qui croyaient qu'il n'était plus qu'un gros matou obèse et malade, qu'il était toujours un lion du cinéma plein de talents à revendre. Ran était d'ailleurs censé remporter un Oscar grâce à des amis de Kurosawa qui avaient lutté pour défendre son film auprès du jury. Mais il n'en obtint qu'un seul, celui de la meilleure création du costume. Et si seulement c'était la seule fois que les Oscars s'étaient trompés sur le meilleur film d'une année. Mais bref, Ran est un autre chef-d'œuvre et une telle réussite que Kurosawa le considéra comme son meilleur film. Il enchaîna ensuite avec 3 autres films plus personnels et modestes, Rêve, produit partiellement par Steven Spielberg, comme quoi il n'a pas fait que des trucs tout pourris dans sa carrière, qui reçoit des critiques discrètes mais bonnes. Puis Rhapsody en août en 91 et Madayo en 93, signant son bref retour au Japon et étant chacun des échecs critiques et commerciaux. Il se casse la colonne vertébrale alors qu'il finalise le scénario d'un film en 1995, brisant ses rêves de retourner un jour à la réalisation d'un film et de mourir sur un tournage. Il meurt 6 mois plus tard à Tokyo, d'une attaque cérébrale après une lente agonie passée à végéter dans sa chambre. La terre entière lui rend hommage alors que sa famille lui organise des funérailles modestes comme il l'aurait voulu. Les fervents admirateurs de son travail se comptent par millions partout à travers le globe. Son nom continue de déchaîner les passions plus d'un quart de siècle après sa mort, ce qui est compréhensible pour la simple et bonne raison que Kurosawa est, à bien des égards, l'archétype du cinéaste parfait. Kurosawa était un artiste qui prenait chaque ingrédient nécessaire à la confection d'un film et les essorait jusqu'à la dernière goutte pour en tirer le potentiel maximum. C'est pourquoi ses films sont tous si puissants et justes, car il est un virtuose du cinéma qui dirige à la baguette chacun des outils que ce médium lui offre pour exprimer tout ce qu'il a à dire. Son talent est tellement gargantuesque que ses films parviennent à outrepasser leurs limitations techniques et culturelles, faisant d'eux des bijoux véritablement intemporels et universels. Je vais prendre l'exemple de Rashomon dont je vous ai parlé il y a quelques minutes. Il faut savoir que les distributeurs états-uniens étaient très inquiets à l'idée de diffuser ce film en version originale japonaise sous-titrée en anglais, car les quelques autres films nippons qui avaient été diffusés de la même façon aux US jusque-là avaient fait des fours au box-office, mais pas Rashomon, car le style de Kurosawa est si dynamique et sensible que tout le monde peut l'apprécier. Et il n'y a pas que les performances ou la technique qui forcent le respect chez Kurosawa, mais aussi sa sensibilité et son endurance face aux épreuves. Kurosawa, c'est un homme qui a vu son pays souffrir et se métamorphoser, qui a vécu nombre de séparations douloureuses au cours de sa vie et a vécu de plein fouet la perfidité des requins du cinéma et la trahison de son propre pays. Pourtant, il ne s'en est jamais servi comme excuse pour devenir mauvais. Ce fut un homme bon et jovial jusqu'à la fin, qui n'hésitait jamais à mettre sa peau sur la table et à se battre pour faire ses films en restant fidèle à sa vision. Son équipe, qui l'a accompagné sur ses projets, le Kurosawa Gumi, s'est cimentée grâce au charisme de Kurosawa et sa loyauté envers ses membres. Dans tous ses films, l'humanité et l'espérance rayonnent, malgré les conclusions déprimantes qu'il donne à la plupart des questions qu'il soulève. Même dans ses films les plus sombres, comme Ran ou Kagemusha, où tout espoir est écrasé à la fin, Kurosawa fait l'autopsie de personnages qui détruisent leur vie par des pulsions humaines trop souvent observables dans la vraie vie, et dont nous pouvons tirer des leçons. Ce n'est jamais par pure volonté sadique de faire souffrir ses créations, et c'est pour toutes ces raisons que Kurosawa est un réalisateur qui n'est jamais exagéré de qualifier de brillant.
Vous l'aurez compris avec cette vidéo, mais Kurosawa est un réalisateur incroyable et fascinant. Sachez que je n'ai fait qu'effleurer le personnage pour vous donner envie d'aller voir ses films en vous fournissant quelques clés pour mieux comprendre ces derniers. Je n'ai pas pu parler de toutes les choses incroyables qu'il a faites dans sa vie et j'ai dû synthétiser pour ne garder que le plus important. Fort heureusement, il se trouve que nombre de ses films sont trouvables gratuitement en ligne sur des sites légaux comme Internet Archive, dont les chefs-d'œuvre sur lesquels je me suis attardé ici. Je vais en mettre un maximum dans la description rien que pour vous, c'est peut-être mon anniversaire mais tout le monde doit kiffer. Et en parlant de vous faire kiffer, je vous invite à vous abonner, à mettre la cloche et à aller soutenir mes réseaux sociaux pour ne rater aucune de mes vidéos et aider au développement de la chaîne. Vous pouvez aussi lire Monde Mort, mon propre projet littéraire accessible sur Wattpad gratuitement, qui raconte les aventures d'un officier occulte arpentant les recoins sombres d'un monde étrange et plein d'horreurs nécrotiques. Les retours sur la première histoire ont été très encourageants et d'autres paraîtront chaque 28 du mois tout au long de l'année 2025. Le cinéma regorge de réalisateurs à la filmographie foisonnante et au parcours inspirant. D'ailleurs, certains d'entre vous m'ont écrit par mail ou par message privé pour me parler de leur réalisateur préféré, ce qui me fait vraiment chaud au cœur. Et j'ai le plaisir de vous informer qu'ils feront l'objet de futurs épisodes de Nécrologie. Si ce nouveau format vous intéresse et que vous connaissez de grands réalisateurs dont vous voudriez que je parle, n'hésitez pas à m'écrire dans les commentaires. C'est toujours un immense plaisir de vous lire. Merci pour votre attention et votre soutien. On se reverra très bientôt pour de nouvelles vidéos, juste ici sur l'Archevêque.